Messieurs, bonjour et merci de prendre ce rendez-vous de l'actualité sur Eden Télévision. Le processus de réalisation du projet de construction de l'aéroport de Glodjigbe évolue. La phase de dédommagement des propriétés terriens expropriés a démarré ce lundi. Les travaux de la 6e réunion annuelle du Forum des autorités de régulation de l'audiovisuel des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique ont été lancés hier à Cotonou. Plusieurs délégations en provenance des pays membres ont répondu présentes à cette rencontre. Et puis au Nigeria, le conflit entre les éleveurs et les agriculteurs pour l'accès aux terres s'intensifie. Bienvenue dans ce journal. La construction de l'aéroport international de Glodjigbe entre dans une phase irréversible. Les personnes affectées par ce projet phare du gouvernement sont en train d'être dédommagées. Le ministre des Infrastructures et des Transports, Sikoti, accompagné des membres de la commission interministérielle chargée du dédommagement, le chargé de mission du chef de l'État, Laurent Gangbes, ont procédé ce lundi à la remise symbolique de chèque à la salle de délibération de la mairie d'Abomey-Calavi, suivant les propos du ministre à la fin de la cérémonie. Bien, l'événement qui nous rassemble ce soir, c'est bien la remise officielle et symbolique des chèques représentant l'indemnisation des populations affectées par le projet de construction de l'aéroport international de Glodjigbe. Qu'ils vous souviennent, il y a cela quelques semaines, quelques mois, les populations s'en doutaient et se demandaient bien, le projet de Glodjigbe n'est-il pas un serpent de mer? Que va-t-il en devenir? Eh bien, aujourd'hui, ce n'est point un rêve, c'est désormais une réalité. Et la cérémonie de tout à l'heure marque un tournant décisif dans la mise en œuvre effective du projet de construction de l'aéroport international de Glodjigbe. Les populations, par leur mobilisation très forte ce soir, ont marqué justement cet événement et ont prouvé leur engagement aux côtés du gouvernement, du président Patrice Talon et leur volonté ferme à accompagner les efforts du gouvernement en vue de faire de ce projet une réalité et faire donc du Bénin une référence en matière du développement du secteur aéroportuaire, du secteur aérien. Le gouvernement a décidé de faire de ce projet qui va être pour le Bénin un grand projet, un projet phare inscrit au programme d'action du gouvernement. Et nous saluons les populations pour leur détermination à accompagner. Nous saluons tous ceux qui ont œuvré de près comme de loin à la concrétisation de ce rêve. Le mouvement Réveil des jeunes pour le progrès RJP était face à la population de Glodjigbe. Cette sortie entre dans le cadre de la préparation du congrès du RJP et ses objectifs. Fréjus Serlan, Damé Pedro. Le réveil des jeunes pour le progrès, né d'une réflexion le 29 novembre 2015, a convié ce samedi 17 février 2018 les populations de l'arrondissement de Glodjigbe à une conférence de presse. Objectif, faire le point des activités menées jusqu'à ce jour et annoncer des perspectives. Le mouvement a réussi à installer les cellules de base dans les arrondissements, dans les villages qui comptent l'arrondissement de Glodjigbe. Après l'installation de ces cellules de base, nous avons pensé à l'organisation d'un congrès qui se prépare activement. Un congrès pour lequel l'adhésion et la participation des populations sont vivement souhaitées. Les jeunes de Glodjigbe ont ainsi décidé de prendre en main le destin, s'émancipant des aînés en amorçant une transition douce et durable. En matière politique, nous avons vu tant de choses qui se passent à Glodjigbe lors des élections. Maintenant, pour que les prochaines élections ne soient plus ainsi, nous avons pris la ferme décision
de sensibiliser les jeunes pour que lors des prochaines élections, nous ayons des jeunes dynamiques ayant une mentalité de développement pour contribuer au développement de notre chère nation. Le réveil des jeunes pour le progrès prône le développement avec une jeunesse bien formée et outillée au pouvoir. Ils s'inscrivent donc, disent-ils, dans la dynamique du chef de l'État à qui le RJP apporte son soutien franc et total. Nous devons nous mobiliser et faire barrage à l'intoxication, à la diabolisation et à la désinformation. La jeunesse doit plus que jamais soutenir le chef de l'État, son Excellence le président Patrice Talon, et son programme d'action gouvernementale, car lorsqu'un avion décolle, il a besoin de toute l'énergie à bord, de toutes les attentions pour soutenir, pour sortir de la phase critique de décollage et atteindre l'altitude de croisière qui est sans danger. Les jeunes du RJP, sous la houlette de leur président, Émile Routon, et leur secrétaire général, Évariste Zanon, ne pensent d'ailleurs ménager aucun effort pour réserver un accueil triomphal au président Patrice Talon lors du lancement de la construction de l'aéroport de Golo-Djigbe. Nous pensons lui dresser un tapis rouge depuis l'entrée de l'arrondissement de Golo-Djigbe jusqu'au lieu du lancement de l'aéroport international de Golo-Djigbe. La population de Golo-Djigbe accueille avec empressement l'arrivée de son Excellence à Golo-Djigbe pour le lancement officiel du démarrage des travaux de la construction de l'aéroport de Golo-Djigbe. Le réveil des jeunes pour le progrès pense aussi sensibiliser la population de Golo-Djigbe dans les prochains jours sur la nécessité de se faire enrôler pour le recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Une population qui serait découragée selon le RJP par les longues files d'attente. Le ministre de la Justice, Joseph Djogbenou, a procédé ce lundi au lancement officiel des travaux de la 6e réunion annuelle du Forum des autorités de régulation de l'audiovisuel des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique à Cotonou. Plusieurs délégations en provenance des pays membres ont répondu présentes à cette rencontre. Aristide Setti et Fréjus Fiossi ont assisté à la cérémonie inaugurale. Les médias pour l'harmonie mondiale, le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme et l'islamophobie, et changement rapide de la technologie et cohérence de la législation sur la radiodiffusion. Ce sont les deux principaux thèmes qui vont servir de réflexion pour la 6e réunion annuelle et la conférence internationale des pays membres du Forum des autorités de régulation de l'audiovisuel des États membres de l'Organisation de la Conférence islamique. Dans son mot introductif, Adam Bonitessi, président en exercice de la dite organisation, a exprimé sa gratitude à ses hôtes. La haute autorité de l'audiovisuel de la communication est fière et se réjouit de l'honneur qui lui est fait de s'être vu confier l'organisation au Bénin de la 6e réunion annuelle de l'IBRAF, une grande première en Afrique subsaharienne. Alors que le monde est confronté à une évolution exponentielle de l'insécurité sous toutes ses formes, à la montée du terrorisme, de l'islamophobie, les instances de régulation de la communication se doivent de conjuguer leurs efforts et de mettre en commun leur expérience pour amener les médias à mieux informer les populations et à jouer leur rôle d'éducation et de sensibilisation. Au cours de la cérémonie inaugurale, Ilan Yerlikaya, président du Conseil suprême des radios et télévisions de la Turquie, RTÜK, a mis un accent sur le rôle des professionnels des médias dans le terrorisme. Le ministre de la Justice, représentant du chef de l'État, Joseph Djogbenou, a dans son discours d'ouverture invité les hommes des médias à davantage s'engager dans la lutte contre le terrorisme et l'islamophobie. Le président de la République me charge de vous féliciter sur les défis que vous vous lancez. Le défi des nouvelles technologies, le défi de la lutte au moyen des organes de régulation des médias contre toute forme et toutes sortes de haine, contre toute forme et toutes sortes de refus de l'autre,
contre toutes sortes et toutes formes de crainte. Plusieurs ateliers sont au rendez-vous pour les experts des pays membres présents à cette 6e réunion annuelle et conférence internationale des pays membres de l'IBRAF-OCI. Le premier colloque international d'ethnocancérologie a eu lieu en fin de semaine écoulée, placé sous le thème « Cancer, des thérapies d'avenir à base de plantes médicinales ». Il entre dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale contre le cancer, édition 2018. Reportage. Le cancer du poumon, du sein, de la prostate, du côlon et du rectum, de la thyroïde, du col de l'utérus, de l'endomètre et des ovaires, du rein, autant de différentes formes de cancer, une maladie dont le traitement est très onéreux et qui affecte plus les pays en développement. Face à cette situation, la Société africaine d'ethnocancérologie propose des solutions basées sur la médecine traditionnelle. Elle a donc organisé ce samedi 17 février 2018 un premier colloque international d'ethnocancérologie dont le thème est intitulé « Cancer, des thérapies d'avenir à base de plantes médicinales ». Le directeur du laboratoire d'ethnomédecine et de pharmacopée africaine, Dr Avenir Atanaron, présente les statistiques de la maladie. Le cancer constitue la deuxième cause de décès dans le monde et fait 8,8 millions de morts en 2015. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le cancer aurait fait en 2005 et 2015, environ 14 millions de décès. Le cancer figure donc parmi les principales causes de morbidité et de mortalité dans le monde. Dr Avenir Atanaron énumère quelques-unes. Environ un tiers des décès par cancer sont dus aux 5 principaux facteurs de risques comportementaux et alimentaires. Un indice élevé de masse corporelle, une faible consommation de fruits et légumes, le manque d'exercice physique, le tabagisme et la consommation d'alcool. Le tabagisme est le facteur de risque le plus important du cancer. Le représentant du ministre de la Santé, quant à lui, encourage les initiateurs de ce colloque à consentir plus d'efforts pour la promotion de la médecine traditionnelle dans le domaine spécifique du cancer. L'amélioration de la santé des populations béninoises est une volonté du gouvernement. Et lorsqu'on parle d'ethnopharmacologie, on pense à la médecine traditionnelle. Et lorsqu'on pense à la médecine traditionnelle, je pense particulièrement à 80% de la population qui ont recours directement ou indirectement au système de soins basé sur les plantes médicinales. Je voudrais solennellement encourager le laboratoire d'ethnomédecine et de pharmacopée africaine à poursuivre ses œuvres inlassables aux côtés du gouvernement béninois, aux côtés du ministère de la Santé pour le bien-être de la population. La médecine traditionnelle constitue sans aucun doute une alternative dans la prévention, la prise en charge et la gestion des différents types de cancers. Raison pour laquelle le but de ce colloque est de contribuer à réduire de 25% d'ici 2025 la mortalité prématurée due au cancer. L'Assemblée nationale a organisé un séminaire sur la réforme du système partisan, un séminaire qui a connu la participation des députés, des représentants du gouvernement, des chefs de partis politiques et même des acteurs de la société civile. Au thème de ce séminaire, nous avons interrogé pour vous quelques personnalités. Je vous propose de suivre ici Robert Bignan, président du comité d'organisation. Hier, on a fait l'ouverture et le calendrier était chargé. On a eu droit à des communications par d'éminentes personnalités. Je citerai le professeur Akindès, Madame Zanou Célestine, et le professeur Maître Zinhidoué Arma, et le professeur Goyi, c'est Gilles. J'en passe.
que ceux que j'ai oubliés, on excuse. Bon, donc les contributions étaient vraiment de qualité et les débats étaient très passionnants et très vifs, mais empreints quand même de convivialité. Donc nous avons mis sur pied hier 2 groupes qui devaient étudier effectivement le contenu de l'avant-projet de la proposition de loi. Ces 2 groupes ont travaillé hier et ont présenté leur rapport ce matin. Et les débats en groupe étaient très très enrichissants. Et effectivement, parce que nous avons invité toute la classe politique, nous avons invité tout le monde. Il n'y avait pas qu'un seul son de cloche, que ce soit de la majorité, que ce soit l'opposition, que ce soit les syndicalistes, tout le monde était là. Chacun a apporté ce qu'il avait à dire. Donc c'est un débat contradictoire. Et à l'issue de ces débats, des amendements ont été faits, des recommandations également. Et dans les rapports, ces recommandations figurent et seront reversées à l'Assemblée nationale, puisque les recommandations ont touché le fond et la forme de l'avant-projet de proposition de loi portant charte des partis politiques au Bénin. Donc la commission des lois à l'Assemblée nationale sera saisie de ce rapport qui contient une participation très très appréciable pour la suite des travaux. Donc la commission des lois va prendre en compte tout ce qui a été proposé par les 2 groupes. Le 19 février 1990 démarraient les travaux de la conférence nationale dans une atmosphère tendue où tous les politiques et les différentes couches craignaient le pays. Après 17 ans de pouvoir du désormais feu général Mathieu Kérékou. Hier 19 février 2018, cela faisait exactement 28 ans que retenir de ce rendez-vous historique. Que pensent les citoyens de cette étape de l'histoire de notre pays? Qu'ont-ils retenu? On écoute quelques jeunes béninois. Moi, j'ai tiré 2 leçons de la conférence des forces vives de la nation de 1991. J'ai tiré d'abord la leçon d'humilité et de pardon. Vous savez, le président de la République d'alors, le général Mathieu Kérékou, a compris qu'à un moment donné, lorsque les intérêts individuels créent des problèmes, il faut ramener la balle à terre, rappeler tout le monde, pardonner ce qu'il faut pardonner et reprendre les choses autrement. L'autre leçon que j'ai également tirée, c'est que c'était l'occasion pour les politiques béninois de remettre notre pays sur le chemin de développement. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que dans le pays, il y a des choses qui ne vont pas. Les jeunes qui n'ont plus de respect pour l'autorité, on n'a plus de respect pour les aînés, alors que c'est l'occasion pour nous de revoir les choses. Je crois qu'il fallait vraiment le faire. C'était un moment de pardon et de franchise. On a constaté que dans les propos, parce que la télévision est là, on a eu également le temps de réécouter les cassettes de tout ce qui s'est passé en ce moment. On a constaté que les gens avaient une vérité, les gens disaient une vérité à travers les propos. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est encore sincère entre nous? Est-ce qu'on est sincère? Est-ce que les politiciens sont sincères entre eux lorsqu'ils se font des deals? Est-ce que dans l'exécution des différentes politiques ou bien différents plans d'action, est-ce qu'il y a la sincérité? Alors moi, je demanderai aux politiciens de tout faire pour ramener la sincérité dans leurs propos pour que notre pays soit autrement vu dans le Conseil des Nations. Au-delà de l'alternance politique, le respect des droits de l'homme est désormais une réalité depuis la conférence des forces vives de la nation. La séparation des pouvoirs est une réalité. Nous avons une constitution basée sur le consensus. On avait toujours une constitution, mais cette fois-ci, on a une constitution basée sur le consensus de la conférence des forces vives de la nation, un consensus qu'on a obtenu parce que, à un moment donné,
nos aînés qui étaient à la conférence nationale des forces vives de la nation ont reconnu, ont accepté, mettre de côté les intérêts égoïstes. Ils ont tous convergé en objectif vers un seul point, le Bénin d'abord, les intérêts de la nation. Même le chef de l'État d'alors, le feu, le général Mathieu Kérékou, a eu à le dire, la conférence est souveraine. Rien alors n'avait de sens plus que la conférence. Le Bénin d'abord. Donc, au cours de la conférence, la nation Bénin, l'État Bénin a été au-dessus de tout. La Fédération béninoise de tennis de table a un nouveau président. Il s'agit de Serge Trinité Soglo qui remplace Ferdinand Sounou. Je vous propose de suivre les deux. C'est vrai, on a fait les élections, j'ai perdu, mais ce n'est pas une fin en soi. Ce que j'ai dit, nous avons constaté des irrégularités. Et ces irrégularités, les clubs qui ont été victimes, je pense qu'ils ont la possibilité de faire des recours. Et nous attendons la suite, parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé dans la salle. Jeudi, je suis technicien de formation en matière de tennis de table et je pense que partout où besoin sera, je suis prêt à travailler pour le développement du tennis de table. Aujourd'hui, nous sommes ensemble et nous devons donner une autre ligne, bien sûr positive, à notre discipline. C'est ça que nous savons faire et nous allons démontrer ce que nous voulons faire pour le tennis de table de notre pays. Et la formation à la base, la formation des enfants, des plus jeunes, dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Et la formation surtout. Sans formation, il n'y aura pas d'équipe, il n'y aura pas de joueurs, il n'y aura personne. Nous n'allons pas composer une fédération sans base, c'est-à-dire sans joueurs. Nous avons tout fait pour que chaque année, le nombre de licences évolue dans le truc là. Donc voilà, en qualité bien sûr. Hors du Bénin, le conflit entre les éleveurs et les agriculteurs pour l'accès aux terres s'intensifie au Nigeria. Un conflit tristement meurtrier, encore plus sanglant que l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram. Reportage. Sur la foire aux bestiaux de Makurdi, le bétail se fait de plus en plus rare. Les éleveurs peuls y venaient par centaines pour vendre leurs bêtes. Mais l'escalade des violences intercommunautaires qui les opposent aux agriculteurs de la région les ont fait fuir. Depuis 3 mois, une loi interdit même aux éleveurs de transhumer dans l'état de Benue, un désastre pour l'économie locale. Si la loi anti-pâturage s'arrête, j'espère que le marché reviendra en premier. Mais pas seulement le marché, tout l'état du Benue reviendra à la normale. Depuis le début de l'année, les violences entre les agriculteurs et les éleveurs ont fait des centaines de morts dans le centre du Nigeria. À l'origine du conflit, l'accès à la terre et aux ressources. Le réchauffement climatique et la désertification obligent les éleveurs nomades à migrer vers le sud du pays pour nourrir le bétail, s'attirant les foudres des populations locales. D'attaques en représailles, le conflit s'envenime de jour en jour. J'appelle le gouvernement fédéral à intervenir rapidement pour résoudre ce problème, afin que les Peuls nomades qui résident dans le Benue puissent se déplacer librement avec leurs vaches. La Constitution du Nigeria, article 40, permet à tout le monde d'aller où il veut. Les violences ont forcé des dizaines de milliers d'agriculteurs, pour la plupart chrétiens, à fuir leur village après les attaques menées par des nomades armés. Dans cette école, ils sont 10 000 à vivre loin de leurs terres, dans l'attente de la résolution du conflit. Ils venaient avec leurs bêtes et ils ont détruit nos récoltes. Ils ont même brûlé des maisons et ils ont continué les attaques jusqu'à ce que l'on parte. Les combattants sont arrivés dans le village et on a couru partout. Ils ont commencé à tuer des gens et nous nous sommes enfuis. L'armée nigériane a annoncé l'envoi de troupes dans les zones instables pour mettre fin aux violences. L'administration du président Buhari
lui-même peul musulman comme la plupart des éleveurs, est très critiqué pour sa lenteur à résoudre la crise. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.